Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la définition d'un détroit international conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La navigation internationale dans notre monde globalisé qui emprunte les grandes routes maritimes est contrainte par des points de passage obligés dans des détroits et canaux internationaux qui constituent de possibles coulées d'étranglement ou choke points en anglais. Leur sécurité et leur bon fonctionnement représentent des enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques majeurs afin de permettre le passage des navires de commerce mais également militaires. Ainsi, par exemple, sans droit de passage en Indonésie, on constate un surplus de 15 jours de navigation, 5 800 milles nautiques et 7 millions de dollars de fuel de propulsion pour un transit entre le Japon et le golfe Persique. Les crises géopolitiques qui affectent les détroits de Bab el-Mandeb du fait des attaques des houthis contre les navires marchands, Hormuz en raison des tensions avec l'Iran ou Taïwan en raison des tensions entre la Chine, Taïwan et les États-Unis, mettent le système mondial sous forte tension. L'importance des détroits a conduit à la conclusion d'accords internationaux relatifs au droit de passage des navires bien avant la Convention de Montego Bay, comme pour le canal de Suez dès 1888, le canal de Kiel en 1901 ou encore les détroits turcs du Bosphore et des Dardanelles avec la Convention de Montreux de 1936. Pour cette raison, il existe encore des régimes juridiques spécifiques dans un certain nombre de détroits. J'ai cité certains canaux, ces points de passage artificiels qui relient deux mers libres et dont les usagers sont soumis au paiement d'une redevance, comme Suez. La Convention de Montego Bay est muette sur leur régime. Les canaux les plus stratégiques font l'objet de conventions internationales pour garantir le passage des navires sans remettre en cause la souveraineté de l'État riverain. La qualification de détroit international est à la base du droit de passage, qu'il soit en transit, régime juridique général, ou inoffensif, régime renforcé. Par exemple, l'État riverain ne peut pas le suspendre, et est donc nécessaire de l'étudier. Le concept de détroit international est régi dans la partie 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer relatif au libre passage en transit. La Convention ne définit pas clairement ce qu'est un détroit international. Cette définition est donnée à l'article 37 qui prévoit que le régime du droit de passage en transit s'applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. On remarquera que cette définition est à la fois géographique et juridique. Géographique, une portion de mer resserrée entre deux terres faisant communiquer deux autres mers. Pour les navires, c'est donc un passage physique qui assure la continuité de la navigation entre deux bassins. Ces lieux peuvent porter différents noms, détroits, comme le détroit d'Ormuz, le détroit de Taïwan, pas, le pas de Calais, canal, comme le canal du Mozambique, manche, pertuis, goulet, etc. Et juridique, il faut qu'elles servent à la navigation internationale. Les termes servent à la navigation internationale de l'article 37 renvoient à une effectivité et non la potentialité que ce détroit soit international. Par ailleurs, Tomiko, président de la conférence sur le droit de la mer en 1980-1982, reconnaît que bon nombre de commentaires soulignent l'importance d'un certain trafic. Un statut potentiel ne saurait justifier le statut de détroit international. Ainsi, la Convention propose une solution en faisant une distinction des détroits importants et des autres. Cette définition de détroit international est issue de la jurisprudence de la Cour internationale de justice, l'affaire du détroit de Corfou, rendue le 9 avril 1949 entre l'Albanie et le Royaume-Uni. Ce détroit est situé entre les côtes de l'Albanie et l'île grecque de Corfou et relie la mer Adriatique et la mer Ionienne. L'Albanie considère donc que seuls les navires battant pavillon de ces deux États riverains bénéficient du droit de passage. Le Royaume-Uni, dont les navires menaient des opérations de déminage dans le détroit sans autorisation de l'Albanie, estimait le contraire, arguant que la liberté de navigation s'appliquait en vertu du caractère international du détroit et que les mines dispersées dans le détroit en bloquaient l'accès, ce qui était contraire au principe du libre passage inoffensif. Le critère fonctionnel d'usage international du passage doit être actuel et non hypothétique.
Cependant, il n'est pas totalement satisfaisant car il laisse une certaine incertitude quant au degré d'importance que doit revêtir un détroit pour être qualifié d'international. Cette évaluation se fait-elle au nombre de navires qui y transitent? Quel en est le seuil? Peut-on faire appel à l'intérêt économique que le transport représente? Cette évaluation peut-elle évoluer dans le temps? Question pertinente, par exemple concernant le passage du Nord-Ouest contrôlé par le Canada. Le juriste canadien Daniel Farran a recensé la fréquence des passages dans le passage du Nord-Ouest sur une période s'étalant de 1903, date du premier passage réussi, à 2005. Le résultat montre 69 passages par des navires battant 15 pavillons différents, ce qui correspond à une fréquence moyenne d'un passage toutes les années et demie environ. Cette navigation apparaît donc insuffisante pour être qualifiée d'internationale. L'arrêt détroit de Corfou fait référence à un volume du trafic passant par le détroit ou dans sa plus ou moins grande importance pour la navigation internationale. Mais s'agit-il du nombre de passages ou de la diversité des pavillons qui en font un détroit international? Charles de Visscher, juge dans l'affaire du détroit de Corfou, donne une liste d'éléments qui caractérisent un détroit international et qui permettent de donner des pistes de réponse à ces interrogations. On ne saurait douter que le degré d'intérêt d'un détroit pour le commerce maritime international est attesté avant tout par l'importance de son trafic tel qu'elle ressort du nombre de navires qui empruntent le détroit, de leur tonnage total, de la valeur de leur cargaison, du nombre et de la diversité de leurs pavillons représentés. Si nous revenons à la question du passage du Nord-Ouest et de la baie d'Hudson, il s'agit bien d'un bras de mer resserré entre des terres et il fait communiquer la mer du Labrador et la mer de Beaufort. Viennent ensuite des divergences d'interprétation de l'article 37. Les États-Unis interprètent de manière restrictive la Convention et estiment que le caractère géographique est prépondérant. D'autres mettent sur un pied d'égalité le critère géographique et le critère fonctionnel et soulignent la portée de l'affaire du détroit de Corfou de 1949. Si vous vous demandez si ce conflit de régime à accorder au passage du Nord-Ouest affecte toujours les relations entre le Canada et les États-Unis dans cette zone, sachez qu'un accord signé en 1988 entre les deux États, s'il n'a pas mis fin aux divergences d'interprétation juridique, prévoit que les déplacements des brise-glaces américains dans les eaux revendiquées par le Canada comme étant ses eaux intérieures soient effectués avec son consentement. Ainsi, nous avons pu voir que la définition d'un détroit international est fondée par rapport à la fonction de la zone. Celle-ci permet d'établir une solution de continuité sur une route maritime internationale. En effet, conformément à la Convention, selon laquelle les mers territoriales s'étendent jusqu'à 12 milles nautiques des lignes de base, 116 détroits se trouvent contrôlés par des États, mais on peut retenir 12 points de passage obligés de rang mondial. 9 grands détroits, Magellan, Gibraltar, le Pas-de-Calais, Øresund, Bosphore, Bab-el-Mandeb, Hormuz, Malacca et Taïwan, un grand cap, Bonne-Espérance, et 2 canaux, Suez et Panama. Ce dispositif est complété par 16 détroits ou canaux de second rang. La Convention de Montego Bay prévoit un régime protecteur de la navigation internationale dans ces espaces hautement stratégiques dans notre économie globalisée. L'État côtier n'en perd pas pour autant sa souveraineté, bien qu'elle subisse quelques limites. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.